je ne sais pas quel écrivain parlant de la spiritualité haïtienne, il disait qu'il parlait du réalisme merveilleux. Ailleurs, la spiritualité donc, est refoulée au coin de légende. On parle de légende, on dit que c'est de légende, c'est du fantasme. En Haïti, chez nous, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand quelqu'un te dit que hier soir, j'ai vu en rêve ma grand-mère, ok, pour cette personne-là, c'est pas un rêve. Okay? Elle pense qu'effectivement, dans une histoire parallèle, dans un monde parallèle, qu'elle a rencontré sa grand-mère. Okay? En Haïti, chez nous, la spiritualité, c'est la réalité. C'est pour ça que cet écrivain-là parle de réalisme merveilleux. Okay? On croit au merveilleux en Haïti, mais sauf que c'est pas dans nos têtes. C'est la réalité. On vit notre merveilleux. C'est une expérience, en fait. Exactement, exactement. Donc, honnête respect, mes chers amours, contente de me joindre à vous pour cette belle émission d'aujourd'hui. Alors, je crois que c'est la 6e émission de cette année 2025. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un vraiment intéressant, une personne qui vit de son art, une personne qui porte en lui une inspiration débordante et qui nous livre des travaux d'illustration magnifiques en les regardant, en les feuilletant. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à admirer son œuvre à travers ma chaîne YouTube. Vous avez vu, il y a ma belle tasse avec mon logo qu'il a su décortiquer et décoder rapidement. Vous avez aussi vu la bannière de la chaîne Manzé Chou Black. Eh bien, tout ceci ne sont que les œuvres de Chevelin Pierre. Aujourd'hui, nous le recevons et nous allons parler de son art. Nous allons parler aussi de ce qui l'inspire et de ce travail formidable qu'il fait pour sauvegarder et pour continuer de porter la culture, la spiritualité et tout ce qui nous entoure et tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, merci d'être là. Restez jusqu'à la fin. Accueillons Chevelin Pierre à notre émission. Bonne écoute. Salut mes chers amours, comme vous le savez, Manzé Chou Black vous réserve des personnes formidables, intéressantes comme j'ai toujours eu à le dire. Et c'est le cas, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec un frère des Caraïbes. Donc, nous allons discuter avec Chevelin Pierre, qui est un artiste. Je vais vous dire très sincèrement, lorsqu'on parle d'artiste, les gens voient la sculpture, la musique, les livres. Eh bien oui, il fait de l'illustration, il est illustrateur. Et il a beaucoup de cordes, hein? En tout cas, ce que vous voulez. Vous savez, des fois, je suis tellement excitée de discuter avec mes invités. Les mots me sortent de la tête et je veux tout simplement vous les présenter. Alors, ayez la gentillesse d'ailleurs de rester jusqu'à la fin parce que nous avons beaucoup de belles choses à discuter. Et vous allez voir sa profondeur. Il est silencieux, il est calme, mais il pose toujours parce qu'il y a 10 000 choses qui se passent dans sa tête. C'est un artiste dans toute son entièreté. Alors, Chevelin, est-ce que vous allez me donner la permission de vous tutoyer parce que je le fais avec tous mes invités et je ne veux pas rater l'occasion pour ne pas le demander officiellement. D'ailleurs, ça, c'est ce que je comptais faire. Je comptais vraiment te tutoyer. Donc, je pense que cette proximité qu'on a déjà, comme on partage beaucoup de valeurs et surtout en ce qui a trait à la culture, à ce patrimoine spirituel qu'on veut partager avec tout le monde. Donc, c'est sûr qu'au départ, je comptais te tutoyer. Et pour ma part, je n'ai pas de problème. OK? Alors, c'est bien. Donc, Chevelin, tu es un illustrateur. Je vais tout simplement y passer sur l'écran. En fait, l'illustre vraiment œuvre que tu m'as fournie et vraiment j'ai été honorée de t'avoir, sachant que tu es non seulement talentueux, mais tu fais connaître cet art et tout ce qui entoure ton travail à travers le monde. Et donc j'ai été honorée de partager avec tout mon public, tous mes abonnés. Écoutez cette image-là, ce logo-là, je vous laisse regarder. Alors c'est ça, c'est Chevelin que vous voyez là. Chevelin, qu'est-ce qui t'a amené en fait vers l'illustration, vers le dessin? Permettez-moi d'établir une différence entre ce que fait un artiste et ce que fournit un illustrateur. Alors, un artiste, normalement, quand il produit quelque chose,
La finalité, c'est ce qu'il produit. Si c'est un artiste peintre, la finalité, c'est le tableau. Okay? Si c'est un sculpteur, c'est la sculpture. Donc, tout tourne autour de l'artiste, du côté plastique de l'œuvre, ce qu'on voit. Maintenant, illustrateur, c'est aussi un artiste. Mais sauf que c'est met son talent au service de l'inspiration d'autres personnes. C'est-à-dire, l'illustrateur, c'est un artiste, mais lui, la finalité de ce qu'il fait, ce n'est pas le côté plastique de la chose. Ce n'est pas le produit, mais c'est le message qui est derrière le produit. Dans ce sens, l'illustrateur serait comme un traducteur. Il ne produit pas le message, mais il traduit, il réinterprète le message sous forme plastique, c'est-à-dire sous forme visuelle. Donc, c'est comme si quelqu'un vient avec un projet, avec une idée. Maintenant, ce que l'illustrateur fait, il prend cette idée-là maintenant avec ses codes, d'heures et autres, dépendamment de la sphère culturelle à laquelle ce message est destiné. Maintenant, l'illustrateur va prendre ces codes-là maintenant pour créer quelque chose, un visuel. Maintenant, le but de ce visuel, c'est de véhiculer un message. Comme j'ai l'habitude de le dire, même si je réalise un très beau dessin, si ce dessin ne correspond pas au message initial, donc il perd le vecteur qu'il devait être pour véhiculer un message. Donc, il ne remplit pas ce rôle. À ce moment-là, ce que je fais devient un beau tableau. C'est une œuvre d'art. Mais sauf que comme mes vecteurs d'un message, ça ne passe pas. L'illustrateur, il doit faire en sorte que son dessin et sa peinture respectent et véhiculent le message qu'il avait initialement. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Maintenant, comment je suis venu à l'illustration? Comme tous les enfants, depuis mon plus jeune âge, je dessinais. Je dessinais tous les jours sur les murs, sur mes manuels scolaires, comparativement aux autres, alors les autres enfants. Il y a certains parents qui ne croient pas que si on dessine, que ça va nourrir son homme. Donc, au cours de route, ils sont découragés. Moi, la seule différence, depuis mon enfance, j'ai toujours eu de ma main un crayon. Je dessinais tout le temps. À la seule différence, je ne me suis jamais arrêté. Donc, en grandissant, j'ai réalisé que je pouvais en faire un métier. Donc, je me rappelle à l'école que les filles apportaient à l'école des albums d'Arlequin, des romans à l'eau de rose. Maintenant, au niveau de ces couvertures, il y avait toujours une très belle image. Mais ça, ce sont des peintures qu'on utilisait pour agrémenter un peu et la couverture pour vendre le contenu de ce roman. Donc, je me suis dit, un jour, je parlais avec une des filles dans la classe. Et puis, je me suis dit que bon, quand je suis grand, c'est ça que je vais exercer comme métier. Wow. Je suis venu à l'illustration. J'ai pendant un certain temps essayé la peinture, mais le problème avec la peinture, quand tu réalises un tableau, alors comme à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, donc tu peins un tableau et puis tu vends cette œuvre-là à un particulier. Maintenant, ce particulier, il va juste exposer son œuvre dans son salon. Qui va voir cette œuvre? Seulement ses amis proches. Donc, à ce moment-là, ton œuvre n'est pas diffusée. Maintenant, quand tu produis une illustration, soit un poster ou bien un livre qu'on va diffuser, qu'on va imprimer à des milliers d'exemplaires, à ce moment-là, tu as l'impression que si on fait 5000 exemplaires, tu as comme la sensation que tu es en train de communiquer avec 5000 personnes en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai abandonné vraiment la peinture, définitivement, me consacrer exclusivement à l'illustration. Comme je voulais avoir une formation académique, donc, après mes études du secondaire, je voulais m'inscrire à l'INART, l'École nationale des arts, mais pour des problèmes politiques à l'époque, l'INART était fermé. Là, j'ai pris la décision de m'orienter vers l'architecture parce qu'avant, je pensais que l'architecture, c'était du dessin. En réalité, c'est pas ça, rien à voir. Donc, il y a des architectes qui ne dessinent pas. Donc, maintenant, après mon cursus, j'ai pris vraiment la décision de mettre mon diplôme d'architecte de côté et de me consacrer exclusivement à ce que j'aime, à ce que je peux appeler, comme à l'extérieur des Japonais, mon ikigai, ma raison d'être. Et depuis, je me suis exclusivement à l'illustration. C'est-à-dire, je mets mon talent au service d'une inspiration d'autres personnes. Je suis un traducteur, autrement dit. Donc voilà. Oui, tu es un traducteur, je peux l'en témoigner parce que pour réussir ce logo-là, que vous voyez là, qui est extraordinaire, je ne peux pas te dire le nombre de compliments que j'ai reçus pour ce logo-là. Et tu as été la personne, je vais te dire très sincèrement, parce que j'ai eu à contacter plusieurs autres illustrateurs et bien d'autres bien avant toi. Et il n'y avait rien qui pouvait traduire réellement ce qui me passait dans la tête. Et tu l'as eu d'un coup. Et là, je dis, effectivement, tu es un traducteur de la pensée de la personne qui te soumet une pensée et tu as fait un travail formidable. Mais quelle a été ton œuvre, en fait, qui t'a marqué au tout premier lieu? Le tout premier. Mon premier travail d'illustrateur, c'est pendant que j'étais toujours au secondaire. Il y a un éditeur de la place qui organisait un concours de dessin
scolaire. Maintenant, en 2 reprises, j'ai remporté ce concours. On m'a appelé, on voulait rencontrer quel est ce jeune-là qui a remporté les 2 concours consécutivement. Maintenant, j'ai rencontré une dame, alors l'éditrice en question. Elle m'a dit que oui, en Haïti, il y a moyen de percer dans ce domaine qui est l'illustration, mais moyennant que je dois travailler exclusivement pour eux. OK? Maintenant, je pense que dans la même semaine, quelqu'un m'a contacté pour réaliser cette petite illustration. Alors, une personne qui était en dehors de la sphère de cette éditrice. Puis là, maintenant, quand j'ai livré le travail, on m'a donné le chèque. Donc, j'ai passé pratiquement des semaines à admirer le chèque. Donc, je me suis dit que ça, le premier travail que j'ai réalisé en dehors de ces balises. Parce qu'il y a une chose que je vénère, c'est ma liberté. OK? Donc, ça, c'est un travail qui m'a marqué parce que c'est ce qui m'a lancé. Donc, je me suis dit que, bon, des années après, je me suis trouvé à travailler pour cette éditrice. Mais parallèlement, je savais que c'était pour un temps. Parce que là, il y avait moyen d'aller au-delà de ces limites qu'on m'avait fixées au départ. Donc, c'est ça. Là, je dois dire aussi que, comme illustrateur et comme artiste, bon, ça, c'est quelque chose qui est en moi. Maintenant, ce que j'aime, c'est le fait de dessiner. Mais je n'ai pas beaucoup d'attache avec ce que je produis. Okay? Quand je réalise quelque chose, je me suis dit, bon, une fois que je le partage avec les autres, ça ne m'appartient plus. Maintenant, automatiquement, je me détache avec l'œuvre. Maintenant, ce que j'aime vraiment, c'est cette proximité que j'ai avec ce rapport, mon mental, mais puis, pour sur lequel je dessine, le papier. Donc, c'est là que se situe ma zone de confort. C'est là que je suis moi-même. Maintenant, le reste, je m'en fous. C'est l'artiste qui parle. C'est mon métier. Je dois être rémunéré. Mais la rémunération, c'est pas ce qui prime. Donc, c'est le papier, puis ma main, puis la plume. Donc, c'est ce qui compte. Le reste... Le reste importe presque pas. Oui, en effet, en effet. Non, mais on le voit dans tes œuvres parce que tu touches quasiment à tous les thèmes, en fait, de la vie. Oui, par exemple, chaque fois qu'on me contacte pour un projet, c'est comme si on t'offre une nouvelle occasion de découvrir une nouvelle horizon. Okay? Par exemple, là, je travaille pour des paysans, pour des agriculteurs. J'ai même illustré un manuel anticorruption. Alors, il y a une provision légale pour tout ce qui est anticorruption. Maintenant, pour rendre ça plus accessible à monsieur tout le monde, donc on a fait appel à moi pour illustrer ces articles-là avec une caricature. Donc, c'est à chaque fois que là aussi, j'en ai profité justement pour améliorer mes connaissances en matière juridique. Chaque fois qu'on m'appelle un projet, avant de réaliser les dessins, donc je dois lire le contenu. Donc, avec le temps, bon, c'est ce qu'on me dit. On me dit que je suis là beaucoup de culture, mais c'est pas la force des choses. C'est pas la force des choses. Donc, je suis obligé. Par exemple, j'ai eu à illustrer, à réaliser une bande dessinée historique. Maintenant, quand on fait de la bande dessinée, on fait de l'illustration historique. Donc, on doit avoir une documentation très solide. OK? Donc, on doit savoir, par exemple, en amont, comment était l'accoutrement des gens. Par exemple, si ça se passe dans les années 1800, OK? Quel type de véhicule on utilisait? OK? Comment les femmes étaient vêtues, ainsi que les hommes. Donc, on doit avoir tout ça en amont avant de passer maintenant à la phase finale qui est de réaliser l'illustration. Donc, avec le temps, donc, j'ai fini par emmagasiner un bagage, je peux dire culturel. Donc, c'est pour ça, un illustrateur, c'est un touche à tout. Donc, par rapport à ce que tu fais, par rapport au nombre de projets auxquels tu es appelé à collaborer, donc, dans chaque projet, tu essaies de, par mimétisme, et tu finis par t'approprier de ce savoir, de ce contenu qui est relatif à ce projet. Donc, c'est ça. Exactement. Parce que on t'a vu illustrer des situations sociales comme Petite Sainte-Anise. On va mettre aussi certaines de ces images-là, certaines de ces illustrations. Un conte très populaire de chez nous, Tézin. Exactement. Alors, tu fais revivre des histoires, des contes jadis appris par nos grands-parents. Et tu touches aussi à des vies humaines au quotidien, comme on avait vu avec la dernière illustration que tu as sortie là. Je crois que c'est Kumbaso. J'aimerais que tu nous en parles parce que beaucoup de gens ne savent pas qui elle est. Et c'est à travers toi, à travers ton travail, j'ai fait la connaissance de cette footballeuse. Grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, il y a des tiers qui ont vu mon travail. Alors, justement, Kumba, c'est une bande dessinée éditée par un éditeur suisse. Alors, Kumba, c'est une Sénégalaise. Alors, c'est une Suissesse, excusez-moi. C'est une Suissesse d'origine sénégalaise. Alors, son histoire, c'est la première joueuse, je peux dire, africaine qu'on a sélectionnée au niveau de la sélection nationale de la Suisse. Maintenant, en lisant son parcours, comme on m'a envoyé un texte qui relate un peu son histoire, et puis on m'a proposé de faire une bande dessinée, un biopic, donc, sa biographie, donc pour raconter un peu et son histoire. Maintenant, même si ça concerne une Sénégalaise, alors son papa est sénégalais, même elle est née en Suisse. Maintenant,
et ça se passe en Europe, bien entendu. Mais quand je lis son histoire, je pense que même si on est en Haïti, en lisant cette bande dessinée-là, ça peut nous stimuler. Donc, et là, ça concerne aussi les minorités fort souvent, surtout que c'est une femme au départ. On lui disait que le football, c'est un sport d'homme, non? Elle s'est déposée. Et puis, au final, maintenant, elle joue dans un des clubs les plus cotés en Europe. Et puis là, maintenant, c'est sûr qu'on va la voir durant la Coupe d'Europe et des Nations pour les femmes, qui aura lieu cette année. Et donc, c'est ce qu'on va voir, qu'on va découvrir et combattre sur le terrain. Donc, c'est ça. Maintenant, même si ça se passe en Europe, ça ne concerne pas vraiment directement la culture haïtienne, mais c'est une histoire inspirante qui peut, quelle que soit la personne qui fait partie d'une minorité, donc on peut s'identifier à tout moment au combat. Donc, c'est ça. Mais ton travail est tellement, comme tu dis, est tellement riche parce que tu touches à tout, tu vas vers la culture, même la spiritualité d'une certaine façon à travers ta bande dessinée Bizango, je crois. Peux-tu nous parler un petit peu de ce projet-là? Pourquoi tu as été attiré par ce thème? Bon, voilà la chose. Alors, Bizango, c'est une œuvre qui n'est pas encore terminée. On a un volume qui est disponible maintenant gratuitement. Maintenant, je suis venu à travailler sur Bizango, c'est à partir d'une réflexion. Ça se passe dans les années pendant l'occupation américaine. Il y a un écrivain qui est venu en Haïti qui s'appelle Seabook. Seabook a eu à écrire un roman qui s'appelle The Magic Island. Alors, l'île magique pour la version française. L'île magique. Je pense que c'est le premier livre qui parle de zombification. Ce livre-là a fait, alors aux États-Unis, c'est un best-seller. C'est de ce livre maintenant qu'on a introduit la zombification dans le cinéma. Et depuis lors, on a eu pas mal de films sur les zombies, mais sans les Haïtiens, bien entendu. Alors, je me suis dit qu'il n'y a pas que la zombification dans notre culture. Alors, justement, pour qu'on soit zombifié, c'est un conseil de Bizango. C'est un tribunal de Bizango qui doit prononcer un verdict pour qu'on décide de zombifier quelqu'un. Alors, c'est comme ça que je suis remonté au niveau de ces sociétés secrètes. Je les ai visitées, on m'a donné certaines informations. Et puis, pendant cette expérience-là, j'ai eu à voir de mes yeux vus le miroir magique de Antoine Lombomier. C'est quelque chose d'impressionnant. Comme on ne pouvait pas prendre de photos, mais ça m'a marqué. Donc, j'ai vu alors comment il voyait l'avenir, comment il lisait les événements qu'il pouvait voir. Il avait un miroir. Mais quelque chose de très impressionnant. Il y a des sculptures tout autour. Et puis, tu as l'impression que le siège qui était devant ce miroir faisait partie avec le miroir. C'était incorporé. C'était comme une sculpture vivante, mais très impressionnant. Donc, j'ai vu tout ça en fréquentant justement ces gens qui se disent Bizango. Ok. Maintenant, à partir de ces recherches que j'ai effectuées, donc je voulais retranscrire tout ça. Comme jusqu'à présent, on n'a pas encore les fonds nécessaires pour produire de grands films, à l'instar d'Hollywood. Pour moi, ce qu'on a comme vecteur, c'est la bande dessinée. La bande dessinée qui utilise pratiquement le même langage que le cinéma. On dit par exemple que la bande dessinée, c'est du cinéma à petit budget. Et je me suis dit en moi-même, en attendant, et on va utiliser la bande dessinée et l'illustration maintenant pour véhiculer, disons, tout ce patrimoine, toute cette richesse spirituelle qu'on a. En attendant que Hollywood s'accapare de la chose. Plus qu'il en a déjà fait. Ce qui finira par arriver parce que là, en Haïti, on a peur de notre culture. Donc, au final, Hollywood va prendre possession de tout ça. Ok, il va l'habiller, puis nous envoyer ça, et comme on le fait maintenant pour les autres produits. Ok, donc c'est un prétexte justement. Donc, c'est parce qu'au départ, je voulais communiquer sur cette partie de notre patrimoine immatériel, notre spiritualité. Donc, on a une histoire, et puis déjà maintenant, la spiritualité est encore plus. Je ne sais pas quel écrivain parlant de la spiritualité haïtienne. Il disait qu'il parlait du réalisme merveilleux. Ailleurs, la spiritualité donc, est refoulée au coin de légende. On parle de légende, on dit que c'est de légende, c'est du fantasme. En Haïti, chez nous, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand quelqu'un te dit que hier soir, j'ai vu en rêve ma grand-mère, ok, pour cette personne-là, c'est pas un rêve. Ok, elle pense que effectivement, dans une histoire parallèle, dans un monde parallèle, qu'elle a rencontré sa grand-mère. Ok. En Haïti, chez nous, la spiritualité, c'est la réalité. C'est pour ça que cet écrivain-là parle de réalisme merveilleux. Ok, on croit au merveilleux en Haïti, mais sauf que c'est pas dans nos têtes. C'est la réalité. On vit notre merveille. C'est une expérience en fait. Exactement. Donc je pense que
à travers l'illustration et la bande dessinée, il y a moyen déjà, en attendant, de retranscrire tout ça. Pourquoi je dis en attendant? Par exemple, et là, Hollywood est en train de réaliser de grands films, ok, qui collectent des milliards de dollars, mais c'est à partir d'une bande dessinée. Avant, c'était une bande dessinée. Mais c'est comme si, grâce à la bande dessinée, tu peux déjà t'accaparer de ce contenu. Maintenant, après, à l'avenir, quand on aura les moyens maintenant, on peut réadapter tout ça en format cinéma. Mais en attendant, grâce à la bande dessinée, qui est aussi, comme je te dis, qui utilise les mêmes codes que le cinéma, donc il y a moyen déjà de diffuser notre culture et pour qu'on ait vraiment au moins un droit de citer sur ce qu'on est, ok? Sinon, on risque de le perdre. Exactement. La bande dessinée, l'illustration est encore mieux consommée, si je peux utiliser ce terme-là, et dans les médias sociaux, parce que là, on a plusieurs supports, donc plusieurs supports qui permettent à ce que les gens soient exposés encore plus à ce type de matériel. Est-ce que pour toi, les médias sociaux ont facilité ton travail, ont facilité à la vulgarisation de ce travail que tu fais? Absolument. Je veux dire que sans les réseaux sociaux, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je n'aurais pas la chance de travailler sur ce projet et combat. Par exemple, avant, quand on réalise quelque chose, si on veut, par exemple, alors l'illustration, qui dit illustration, on ne peut passer par l'illustration de l'imprimerie, donc ça doit être imprimé. Donc en Haïti surtout, bon, jusqu'à présent, le meilleur tirage que j'ai eu, c'est un tirage de 10 000 exemplaires. Donc 10 000 exemplaires en Haïti, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Grâce aux médias sociaux, donc on n'est pas obligé de passer par l'imprimerie qui coûte très cher, comme tu le sais. Donc avec une image maintenant, je peux toucher maintenant des millions de personnes avec une image. Donc maintenant, alors non seulement en Haïti, mais ailleurs. Donc à ce moment-là, c'est un vecteur vraiment de prédilection, un vecteur très précis maintenant qui a fait évoluer ce qu'on fait comme illustrateur. C'est incontournable. Okay? Et là maintenant, surtout que quand on raconte nos histoires, surtout les histoires qu'on diffuse au niveau des médias sociaux, on n'utilise pas de texte, on n'utilise pas de langue, c'est seulement les images. On raconte nos histoires rien avec les images. Alors je peux dire que, et là c'est surtout Charlie Chaplin qui m'a inspiré. Charlie Chaplin qui faisait des films sans texte. Oui, les mimes. Il te disait par exemple, s'il met une langue en particulier, c'est ce qu'il va perdre les Chinois. Maintenant, quand il n'y a pas de langue, donc c'est universel. Okay? Donc c'est ce qui nous a stimulé en quelque sorte. Donc vous voulez faire la même chose maintenant avec l'illustration. Donc c'est comme ça qu'on raconte nos histoires. À ce moment-là, pendant ce moment de la durée, j'ai eu plus de fans en Thaïlande qu'en Haïti. Donc, c'est pour te dire aussi que bon, là, notre culture, il y a plusieurs, d'autres sphères culturelles avec laquelle on partage nos valeurs spirituelles. Donc, c'est ce que j'ai découvert, par exemple, pendant ce genre de diffusion. Donc, nous pouvons dire réellement qu'une image vaut 1000 mots. Donc, les images ont parlé. Absolument. Et surtout, dans mes recherches, ce que j'ai découvert, alors j'ai rencontré des spécialistes. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un un spécialiste travaillait sur ce qu'on appelle la pédagogie, comment se fait le processus d'apprentissage. Et cette personne a eu à me dire qu'on apprend par association visuelle. C'est-à-dire, là maintenant, si on fait un test, si je te dis un chat, qu'est-ce qui te vient à l'esprit immédiatement? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est un texte cursif ou bien c'est l'image de chat? C'est l'image, naturellement. Le cerveau, on pense d'abord en image avant de penser en mots et en concept. C'est l'image qui vient d'abord. Alors, et en discours. Avant le discours, avant le texte, il y a l'image. Maintenant, un enfant lisant un livre. Maintenant, on parle de pelle mécanique. Une pelle mécanique. Donc, c'est sûr que l'enfant, on est perdu. On ne sait pas ce que c'est. Mais une fois qu'on associe le mot, l'expression avec une image, on te dit que le cerveau a la capacité de retenir cette information 7 fois mieux que s'il n'y avait pas d'image. C'est ce qui explique, par exemple, le succès de la caricature. Okay? Donc, non seulement une image vaut 1000 mots, mais une image permet de codifier 1000 mots. Donc, c'est pour te dire qu'on a toujours communiqué par le biais d'images. D'ailleurs, au départ, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, notre façon de communiquer grâce à l'écriture cursive, c'est venu très tardivement. Si on prend par exemple l'empereur Trojan, il a sculpté dans de la pierre ses exploits. C'est pas un texte qu'il a laissé, mais c'est une sculpture, un bas-relief. Jusqu'à présent, on peut voir ses réalisations à travers ce bas-relief, ou du moins cette tapisserie de Bayeux et qui relate les conquêtes de Charlemagne. Tout ça, c'est grâce aux images qu'on les a fixées dans le temps. Maintenant, de codifier l'information à travers l'écriture, c'est devenu tardivement. Et puis avec l'image aussi, donc l'image, c'est un langage universel.
Donc, je vais au Japon, je dessine un palmier, on va dire que c'est un palmier. Okay? Quelle que soit la sphère culturelle, donc on va pouvoir identifier l'image. Exactement. Maintenant, une fois qu'on associe avec un mot, un discours, donc on devient un peu sectaire. Donc, ça s'adresse aux personnes, disons, qui comprennent ce que tu écris. Maintenant, l'image, okay? Exactement. Mais il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Il faut que je te pose la question, mais avant d'aller directement vers cette question-là, je dois avouer, j'ai toujours été impressionnée par tes images, la manière que tu perçois et tu mets les personnages en valeur. Et je pense actuellement à l'image d'un de nos héroïnes, des femmes guerrières. Donc, on voit les femmes guerrières, on voit, si ma mémoire est bonne, c'était Sandy Belair ou quelque chose comme ça. Je suis pas certaine si c'est exactement. Donc, je vois souvent ces femmes-là qui, pour moi, sont des modèles, des références, surtout en ce qui nous concerne, où notre histoire a été tellement dénaturée et piétinée. Mais ma question, c'est pourquoi ces femmes sont toujours sexy? Avec tes seins. Faire mon coming out. Chevelain, c'est quelqu'un qui idéalise la femme. J'aime les femmes. Alors, maintenant, et je suis marié. Bon, comme je suis marié, en dehors de mon épouse, toutes les autres femmes sont des créatures asexuées. Mais au départ, ok, sans rire, je peux dire qu'au départ, c'est grâce à mon entourage. Bon, mon papa, que j'aime beaucoup, m'a abandonné quand j'étais encore très jeune. C'était ma maman qui a pas fait mon éducation. Non, j'étais toujours entouré par des femmes. Maintenant, arrivé sur le marché du travail, mes boss, c'était des femmes. Donc, et la première personne qui a eu à obtenir un diplôme de ma famille, c'était une femme. Wow. Donc, dans ma sphère, même si en Haïti, on dit qu'on a encore une société machiste, mais dans mon écosystème, c'est la femme, c'était surtout matriarcal. Désolé, c'était matriarcal. Donc, cela m'a influencé. Donc, j'ai fini par idéaliser la femme. Maintenant, comment dire? Il y a certaines personnes qui me disent que bon, j'ai tendance à dévaloriser la femme. Est-ce que je peux, honnêtement, ok, dévaloriser quelque chose que je représente sur son meilleur jour, comme si, même si ce que je dessine, c'est sûr qu'il y a des personnes qui l'apprécient. Donc, il y a une réflexion derrière l'image. Il y a une passion. Donc, dans ma tête, je ne dénigre pas, au contraire, j'idéalise. Maintenant, comme je veux idéaliser, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de meilleure façon de le faire, donc c'est de présenter la personne, je ne dis pas, c'est nu, ok, la nudité, peut-être que la nudité me dérange par rapport à nos valeurs culturelles et religieuses. Exactement. Par exemple, c'est comme quand Pierre le Grand, un empereur russe, qui voulait occidentaliser la Russie. Maintenant, il a créé une ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg. Quand il a commandé la statue de Vénus de Milo, donc les Russes étaient offusqués de voir une statue une femme nue. Okay. Pour la simple bonne raison, à cause du foie, les Russes sont toujours très vêtus. Ils portent toujours beaucoup de vêtements pour se protéger du foie. Donc là, voir une femme nue maintenant, publiquement, ok, donc ça les offusquait. Maintenant, dans leur mentalité. Mais la même chose. Maintenant, si par exemple, c'est ce que je fais comme travail, dans certains pays, au contraire, c'est bien accueilli. On te dit que c'est normal. Ok. Donc cela va dépendre des valeurs que la personne qui observe l'image véhicule. Et donc à ce moment-là, elle va apprécier ou bien elle sera choquée par ce que je fais. Maintenant, essentiellement, comme je te dis, je le fais, c'est parce que j'idéalise la femme. Donc, on te dit par exemple que la vérité, c'est une femme nue. C'est parce qu'on n'aime pas la vérité. Donc, si on veut les vêtir. Des vêtements de parabole pour un peu masquer un peu la vérité. Donc, la vérité, pour ceux que ça choque. Mais en réalité, par exemple, quand je vais en province, en Haïti, donc les femmes n'ont aucune difficulté, aucun complexe d'exposer leur sein, ok. La nudité différemment. Donc, c'est une question d'opinion, ok. Donc, ma question, c'était pas nécessairement sur la nudité, mais sur le fait de voir que des femmes qui sont toujours bien, comme on dit, bien shapées, hein? On voit pas de bourrelet, on voit pas de... Ça fait partie du travail de l'illustrateur. L'illustrateur, lui, ce qu'il présente, il doit toujours idéaliser une situation. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand dans mes dessins, je représente Haïti, je ne dessine jamais les détritus, par exemple. Okay? Je mets toujours... C'est comme si j'idéalisais ce que je voyais. Okay. Je ne représente pas ces maisons-là qui sont construites en béton, mais je reviens avec la gingerbread, qui est un typique de notre patrimoine architectural. Donc, l'illustrateur, lui, c'est ça son
son métier aussi, il doit idéaliser. Donc, il doit présenter ce qu'il voit, ce qu'il veut présenter dans son aspect, si tu veux, le plus proche de la perfection. Exact, ok. Ça fait partie de mon travail. D'accord. J'ai l'habitude de dire que donc, si tu veux faire un portrait augmenté, c'est-à-dire je ne dessine pas exactement ce que je vois, mais c'est comme si je représentais l'univers intérieur de cette personne. Donc, tu vois la beauté dans tout, en fait. Tu vois, Et puis là, tu embellis. mon âme d'enfant haïtien. Par exemple, en Haïti, le petit enfant, contrairement aux enfants qui vivent en Occident, en Haïti, on a un moi collectif. Par exemple, tu demandes à un petit Allemand de dessiner, de faire un portrait, il va seulement dessiner et sa petite personne. Maintenant, le petit Haïtien, un enfant haïtien, tu lui dis de faire un portrait, un autoportrait. Il va mettre dans son portrait, dans son autoportrait, sa maman, le voisin, le chien, la maison. Donc, c'est la même chose. Quand on me demande un portrait, donc là, je vais au-delà de simple visage, j'essaie de représenter tout l'univers de la personne. Okay? Donc, c'est ça. Alors, pour conclure, parce qu'il faut que je te pose cette question-là, et le temps nous fait défaut malheureusement, sinon on serait là à parler. Je me suis permise d'entrer dans ton univers et t'écouter. J'avais, comme tu as vu, les yeux grands ouverts parce que j'ai appris énormément aussi de toi, de ton travail et de ta perception de ce travail-là qui nous embellit aussi, change notre perception. J'aimerais que tu nous répondes de cette question-là. Est-ce que AI, parce que là on parle de AI, intelligence artificielle et tout ça, est-ce que tu penses que ça pourrait affecter négativement le travail que tu fais, le travail des illustrateurs, ou pas du tout? C'est tout. Là, je me plais à me dire que l'intelligence artificielle, c'est le meilleur assistant que j'ai depuis toujours. Par exemple, grâce à l'AI, je peux corriger mon dessin. Par exemple, quand je réalise quelque chose, c'est difficile d'avoir une critique et une critique objective. Par exemple, oh, c'est du Chevelain, donc on ne peut pas corriger Chevelain. Maintenant, en faisant une illustration, maintenant, je peux demander à l'intelligence artificielle, est-ce que mon dessin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur de proportion, de composition. Ok, l'intelligence artificielle peut me corriger ce qu'une personne dans la vie réelle ne peut pas faire pour Chevelain, à cause de ma notoriété peut-être. Donc, on a peur de me corriger. Maintenant, l'intelligence artificielle maintenant peut le faire. Donc, à ce moment-là, ça, au contraire, ça améliore mes capacités, mon travail. Le pourquoi, je me suis dit que je me pose toujours la question, si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, disons, je vis au sud du pays, allons dire à Léogane. Maintenant, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je dois arriver à Port-au-Prince dans 1 heure. C'est sûr que je ne peux pas le faire en marchant ni en courant. C'est ta voiture, avec une voiture. Mais est-ce que la voiture me dépasse? Pour autant, c'est un outil. Donc, c'est la même chose. L'intelligence artificielle restera un outil, quoi qu'il advienne. Donc, je n'ai pas cette prête, malheureusement. Pour moi, c'est heureusement, en tout cas. Et là, je parle d'expérience au contraire. Depuis l'arrivée de l'AI, j'ai perfectionné mon travail. Non seulement l'AI peut me corriger, maintenant, tout ce qui est tâche répétitive, maintenant, je le confie à l'intelligence artificielle. Et ça me laisse davantage de temps maintenant de me perfectionner davantage de ce que j'aime, qui est le dessin. OK? Donc voilà, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Et là, je parle d'expérience. Ton avis compte parce que c'est ton expérience et c'est ce qui importe. Mon Dieu, Chevelain, ça a été un plaisir de t'avoir à notre émission. J'avais hâte de t'avoir, j'avais hâte de discuter avec toi et surtout de te présenter à mes abonnés et à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais te laisser quand même nous quitter sur tes mots, comment tu vois ton métier et quels conseils donneras-tu à des jeunes qui voudraient devenir illustrateurs comme toi? Bon, tout ce patrimoine, par exemple, on dit qu'Haïti est un pays pauvre, non, loin de là. Culturellement, plus riche que les États-Unis, culturellement. OK? Donc, là maintenant, je me suis érigé comme ambassadeur de cette culture, de ce patrimoine immatériel, à travers ce que j'ai fait, ce que je fais. L'illustration et la bande dessinée, c'est une approche qui est très économique par rapport à ce qu'on devait faire. Et comme Hollywood, avec ce vecteur de l'illustration et la bande dessinée, il y a moyen maintenant de vendre, entre guillemets, cette culture, la partager avec d'autres personnes, avec d'autres civilisations, d'autres gens, d'autres pays. Donc, c'est un moyen pour nous autres d'exposer cette culture. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à côté et Chevelain se fait vieux, je n'aurai pas le temps, le doute de tout explorer. Donc, à ce moment-là, j'invite les jeunes aussi à rejoindre le combat, de revaloriser, j'ai bien dit, de revaloriser cette culture à travers nos différents talents. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleur héritage qu'on peut laisser. Donc, c'est de traduire ce qu'on est à travers l'iconographie, comme j'ai eu à le dire, qu'il n'y a pas moyen de communiquer qu'avec des images. L'image traverse le temps. Donc, maintenant, si on a davantage d'illustrateurs
illustrateur qui accomplit ce même travail. Donc, c'est sûr qu'on va, au final, amener ce navire à bon port, comme on dit. C'est ça que je peux conclure et notre entretien. Alors, merci beaucoup, Chevelin Pierre. Il faut le suivre. Je vais m'assurer de mettre toutes ses coordonnées, toutes ses œuvres, en fait, qu'il aurait à partager avec moi sur l'espace approprié sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Vous le suivez, vous le supportez parce que, comme vous avez vu, il n'est pas qu'un simple illustrateur. C'est un homme passionné aussi de son œuvre et c'est un homme qui veut faire parler la culture, l'histoire et la spiritualité, you name it. Alors, merci encore, Chevelin. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là, de nous avoir suivis avec autant, je dirais bien, d'admiration, parce que je suis certaine, là où vous êtes, vous avez vraiment apprécié les œuvres de Chevelin. Alors, à une prochaine fois, à notre prochaine émission. Moi, comme d'habitude, John Balaguer, Caleb, bisous. À la prochaine. Voilà, ce fut un plaisir d'être là avec vous. Ça a été vraiment un moment succulent de discuter avec Chevelin Pierre. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Merci de la distribuer, de la commenter et surtout de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci encore et sur ce, je vous souhaite tous Kembe Palagé, Calais, bisous et à la prochaine émission. Ciao, à la prochaine.